de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. So good morning. Le président, bonjour. Bonjour à tous. Avant de commencer l'interrogatoire de ce témoin, la Chambre souhaiterait donner lecture d'une décision sur une requête d'interjeter appel. Décision 870, décision 870 qui a été transmise par la défense de M. Gbagbo le 24 avril 2017. Écriture 879. Le procureur a répondu le 28 avril 2017 avec une écriture numéro 897 indiquant que la requête ne donnait pas de questions qui puissent donner lieu à un appel et qu'elle devait faire l'objet d'un rejet. J'entends beaucoup de bruit dans mes oreilles, ce qui est très désagréable. Les interprètes confirment d'ailleurs, il y a beaucoup de bruit de fond. Bien, je crois que maintenant ça va mieux. C'est un bruit qui vient du lieu de diffusion. Ça va un petit peu mieux. La défense de M. Gbagbo a soulevé 4 questions. La Chambre a commis une erreur en droit en ce qui concerne la première question. En fait, la deuxième question également, en indiquant, et je cite, qu'il n'y avait pas de différence significative entre une déposition orale de vive voix à la haie et une déposition de vive voix par le biais d'une liaison vidéo. La Chambre a commis une erreur en droit en partant de l'hypothèse pour sa décision que la déposition des témoins pertinents devait être plus courte que la déposition d'autres témoins. Troisième question, la Chambre a commis une erreur en droit en n'indiquant pas l'analyse de cas pour la déposition pertinente. Quatrième question, la Chambre rejette la requête de la défense étant donné qu'elle n'identifie pas de points qui pourraient faire l'objet d'appels découlant de sa décision. La Chambre note que pour l'essentiel, la requête reflète la structure et le fond de la requête de M. Gbagbo au fin d'interjeter appel. Première décision admettant la déposition par liaison vidéo, c'est-à-dire les écritures 733 et 721. La Chambre a rejeté la requête dans son écriture numéro 756. Ce qui est plus significatif, la première et la deuxième question sont fondées sur l'hypothèse que la Chambre a ignoré la différence entre la déposition viva voce et la déposition par transmission vidéo. Cette hypothèse interprète à tort la décision 870 où l'option liaison vidéo est envisagée dans le texte statutaire et analysée dans ses caractéristiques particulières, y compris le rappel et la confirmation de raisonnements juridiques indiqués dans des décisions précédentes, en particulier la numéro 721, en particulier à la lumière du principe essentiel selon lequel la déposition par liaison vidéo ne peut pas résulter en un préjudice pour l'accusé. Il semble significatif à cet égard que la défense n'a pas indiqué l'aspect spécifique ou l'incident ayant trait aux dépositions déjà entendues par liaison vidéo qui pourrait
représenter un tel préjudice. Ils ne font référence qu'à un ou deux obstacles logistiques mineurs qui ne résultent pas dans un préjudice pour la défense. Ce qui est plus significatif, les amendements au calendrier du procès ont été apportés en ce qui concerne la comparution viva voce de certains témoins. La troisième question soulevée se fonde sur une mauvaise interprétation de cette décision. La Chambre a réitéré qu'elle avait déjà entendu ce qui avait déjà été entendu dans sa troisième décision sur les transmissions vidéo. La longueur et la portée de la déposition n'est qu'un des facteurs nombreux à être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si la transmission vidéo est appropriée pour tel ou tel témoin. La troisième question est ont trait en particulier au bien-être, à la dignité et à la vie privée du témoin et à la nature de déposition directe de ce témoin. Tous ces facteurs interviennent lorsqu'il s'agit de peser la décision que prendra la Chambre, et ceci au cas par cas, en tenant en compte le principe essentiel de ne pas porter préjudice à l'accusé. Il n'est nulle part indiqué dans la décision que la Chambre fera un lien entre la durée attendue d'une déposition et son importance. Encore moins, la Chambre n'a déclaré que plus la déposition était courte, moins elle était importante. Enfin, la quatrième question est également fondée sur une caractérisation erronée de la décision. La Chambre a pris en considération les dépositions pertinentes et a décidé, à la lumière des principes et des critères visés dans cette décision, que la transmission vidéo était effectivement appropriée pour chacun des témoins. En outre, la requête ne fait pas mention d'un aspect spécifique des témoins pertinents ou de leur déposition attendue qui constituerait effectivement un obstacle à la transmission vidéo à la lumière des principes pertinents et qui aurait imposé à la Chambre d'arriver à une conclusion différente. En l'absence d'un motif pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'article 82.1d du statut, aucune analyse des exigences de la disposition n'est nécessaire. La Chambre demande aux parties de déposer des versions publiques expurgées de leurs écritures respectives et d'indiquer également, se corrige l'interprète, d'indiquer s'ils peuvent être reclassifiés en tant que documents publics d'ici lundi 8 mai 2017. Ceci conclut la décision orale de la Chambre. Nous allons maintenant prendre la déposition du témoin suivant, c'est-à-dire le témoin 436. Je vais m'adresser maintenant au lieu de transmission. Le président, bonjour. Je vais maintenant faire entrer le témoin, le greffier d'audience sur place. Je vais faire entrer le témoin. Le président, merci beaucoup. Ok, merci.
So, good morning. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Good morning. Le président, bonjour. Nous allons commencer ce matin votre déposition. Et avant de commencer à vous poser des questions, les parties vont vous poser des questions ici à La Haye. Je dois vous donner quelques éléments d'information et régler un certain nombre de questions préliminaires. Premièrement, je dois vous permettre de vous identifier complètement. Je vais donc vous inviter à nous donner votre nom complet et la date et le lieu de votre naissance. Ok. Je suis Diomandé Adama. Je suis né le 18 6e 1964 à Sori Badougou, sous-préfecture à Coupé. In Côte d'Ivoire. Le président en Côte d'Ivoire. So you are an Ivorian. Le président. Donc, vous êtes donc un citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Give us Le président. À quel groupe ethnique appartenez-vous et à quelle religion? Je suis du groupe Malinké, Maoka. Je suis musulman. Thank you. Quel était votre emploi au moment de la crise? Au moment de la crise, j'exerçais la menuiserie. OK. Le président, très bien. Je dois maintenant vous donner quelques éléments d'information. Premièrement, nous allons tous vous appeler ici Monsieur le témoin, comme nous le faisons avec tous les autres témoins, bien que nous connaissions votre nom. Je vais ensuite vous inviter à parler lentement, parce que tout ce que vous dites va être interprété en anglais. Je vous inviterai donc à parler lentement, comme je le fais maintenant. Et avant de donner une réponse à une question, de bien vouloir attendre que cette question soit effectivement bien posée et qu'elle a été interprétée de manière à faciliter le travail des sténotypistes et des interprètes. Est-ce que cela est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez bien? If you go too fast, Le président, si vous allez trop vite ou si quelqu'un ici dans la salle d'audience parle trop vite, je vous inviterai à ralentir. Nous en arrivons maintenant à votre déposition. Vous savez bien évidemment que cette chambre a été instaurée pour juger l'affaire contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé et que vous êtes un témoin dans cette affaire, un témoin appelé par l'accusation. Et en tant que témoin, il faudrait que vous aidiez la Chambre à trouver la vérité. Par conséquent, votre seule et unique obligation, c'est de répondre aux questions qui vous sont posées en disant la vérité. I repeat your own. Le témoin,
Je répète, votre seule obligation est de dire la vérité. Et pour cela, vous êtes tenu légalement de prononcer un serment. Je ne sais pas si vous avez le document nécessaire sous les yeux. Est-ce que vous l'avez? Sinon, je vous inviterai à répéter avec moi ce que je dis maintenant. Je déclare solennellement que je dirai la vérité toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Mr. President, good morning, Your Honors. Le bureau du procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi aussi. D'accord, alors je m'appelle Yasmine Chubin. On a eu l'occasion de se rencontrer vendredi dernier pendant la réunion de courtoisie. Et je ne vais pas répéter toutes les consignes de Monsieur le Président, sauf que vu qu'on se parle tous les deux en français, il va falloir qu'on fasse particulièrement attention à parler lentement. Ok, ça marche. Je vais rajouter une dernière consigne. Alors aujourd'hui, mes questions vont se concentrer sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez vu, vous, personnellement. Ensuite, si j'ai besoin de demander des questions supplémentaires sur ce qui vous a été dit ou ce que vous avez appris, je vous poserai des questions supplémentaires. Mais au départ, on va se concentrer sur ce que vous avez vu vous-même. D'accord ? D'accord. Est-ce correct que vous avez poursuivi vos études jusqu'à la classe du CM2 avant de faire un apprentissage de menuiserie? Oui. Alors en 2010, hors votre travail de menuisier, avez-vous eu des rôles particuliers au sein de la communauté? Oui. Quel rôle avez-vous eu? Je suis membre d'ONG, membre fondateur de l'ONG Solidarité 2000. Ça, c'était en 1990. Ensuite, je suis responsable politique de base pour le compte du Rassemblement des Républicains, RDR. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors je comprends que vous appartenez au parti politique du RDR. C'est bien ça. Avez-vous toujours été membre du RDR? Jusqu'à ce jour, oui. Et avant la formation du RDR, vous faisiez membre de quel parti politique? Je faisais partie du PDCI RDA d'abord,
Ensuite, en 1990, j'ai opté pour le FPI en 1990. J'étais militant FPI. Jusqu'à 1994. En 1994, j'ai opté pour le RDR. Alors, je vais maintenant passer au sujet de la campagne électorale et des élections de 2010. OK. Avez-vous joué un rôle particulier pendant les élections? Oui. Alors, au premier tour, quel était votre rôle? Au premier tour, en 2010, j'étais secrétaire de section. J'étais secrétaire de section à Doucouré Nord. Et en tant que secrétaire de section, avez-vous des fonctions par rapport aux élections elles-mêmes? Oui. Quelles étaient ces fonctions? J'ai été superviseur mobile du district à Sonvon, lequel district contenait 5 lieux de vote. Donc, je tournais régulièrement dans les 5 lieux de vote pendant toute la journée. Et pendant le deuxième tour, Pendant le deuxième tour, j'ai été nommé directeur local de campagne du district à Sonvon. et pendant le deuxième tour, avez-vous eu des fonctions par rapport aux élections? Oui, j'étais le directeur local de campagne du district à Sonvon. Et pendant les 2 tours des élections, y a-t-il eu des incidents par rapport aux élections que vous avez vécus ou vus personnellement? Au premier tour, il n'y a pas eu d'incident. Mais au second tour, le jour de scrutin, il y a eu des incidents à Sikoji 10, qui est un centre de vote. Et quel était cet incident? Aux environs de 18 heures,
des hommes armés sont venus au centre de vote Sikojit 10 et ont tiré des coups de feu au centre Sikojit 10. Ils n'ont pas fait de blessés, mais ils ont pu arrêter 6 éléments de sécurité qu'on avait mis pour sécuriser les militants. Ils ont été transportés au central, à la police au plateau, et relâchés 10 jours après avec des séquelles de torture. Où se trouve le centre de vote Sikosi 10? Le centre de vote Sikojit 10 se trouve en venant du commissariat du 16e arrondissement pour venir vers Sagidiba. Arrivé au carrefour Sagidiba, on tourne à gauche et à environ 300 mètres se trouve l'école Sikojit 10 à gauche. Et c'est à Yopougon? Oui, c'est à Yopougon. Alors, cet incident que vous nous avez décrit, étiez-vous présent lorsqu'il est arrivé? Je n'étais pas sur place, mais j'ai entendu le coup de feu et le responsable à la sécurité est accouru pour venir nous trouver à notre QG pour nous dire qu'ils ont tiré sur nos éléments et qu'ils les ont emportés. Et où est votre QG? Notre QG se trouve à environ 300 mètres dans le quartier Sojefia 6. Sojefia Kouté, on l'appelle. Quand vous dites à environ 300 mètres, vous voulez dire à environ 300 mètres d'où? De Sikojit 10 au QG. La distance fait environ 300 mètres, mais c'est à l'intérieur du quartier. Et ces hommes armés qui sont venus au centre de vote, avez-vous pris connaissance de qui c'était? Bon, il y en a qui étaient en treillis, d'après le responsable à la sécurité, et il y en a qui étaient en civil. Ceux qui étaient en civil avaient des pistolets et ceux qui étaient en tenue avaient des kalachnikovs. Êtes-vous en mesure de nous dire qui était ce responsable de sécurité? Oui, c'est Abou Daoui. Alors, je vais maintenant passer à un autre sujet. Juste avant les élections de 2010-2011, avez-vous entendu parler de miliciens? Oui,
J'en ai entendu parler. Je les voyais tous les jours. Alors, avant les élections, quand avez-vous commencé à voir ces miliciens? Bon, je n'ai pas la date précise à laquelle j'ai commencé à les voir, mais à l'approche des élections, on les voyait courir comme des soldats par groupe sur le boulevard principal, allant de Siporex à Sagriba. Alors, vous avez dit que c'était à l'approche des élections. Oui, Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant l'annonce du scrutin ou après l'annonce du scrutin? avant, longtemps avant. Vous souvenez-vous s'ils avaient un chef? Oui, Qui était-ce? celui qui les recrutait était en face du quartier de Kouré, à Yaosi. Je l'ai connu sous le nom de Kobri. Connaissiez-vous son autre nom, son nom complet? Non, Alors, qui est Kobri? Kobri, c'est un jeune BT qui était par le passé secrétaire général ou bien le président du marché, la SICOJ. C'est ainsi que je l'ai connu. Et après, il a commencé à recenser les miliciens. Ce n'était pas en cachette. Alors, depuis quand vous le connaissiez, Kobri? Je le connais depuis les années 95. Depuis les années 95, on a fait des activités politiques ensemble. Quel genre d'activité politique avez-vous fait ensemble? En ce moment, le FPI et le RDR étaient en jumelage et on a fait ensemble le boycott actif. Puis on faisait des réunions ensemble. Et en 2010, Kobri appartenait-il à un parti politique? Oui, Pouvez-vous nous dire quel parti? il était militant FPI. Et avait-il un rôle particulier en tant que militant du FPI? J'ai dit oui parce que il recensait les miliciens. C'est lui qui les partageait les t-shirts d'entraînement.
Quand vous dites qu'il recensait des miliciens, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, les jeunes gens qu'il recrutait, c'est eux qu'on voyait courir sur le long du boulevard et partaient s'entraîner au bord de la lagune. Et ils revenaient, à leur retour, ils partaient chez lui avant de se séparer. Alors on va prendre ça en ordre. Quand vous dites qu'il les recensait, comment le saviez-vous? La maison de Kobri n'est pas loin du boulevard principal. Donc, de chez lui, on peut voir, quand on est sur la route, on pouvait voir ce qui se passait chez lui. Et même, il y a des jeunes gens qui habitaient le quartier Doucouré qui se sont fait enrôler chez lui là-bas. Et les jeunes de Yaoussi et de Doucouré se connaissent, jouent ensemble au ballon, vont maquiller ensemble, donc ils se connaissent. Celui qui va se faire enrôler, automatiquement, tout le monde est au courant. Et nous, on a une plateforme où on se retrouve, qu'on appelle communément au grain. C'est là que on recevait toutes les informations. Alors vous nous avez dit que Kobri n'habitait pas loin du boulevard principal. Êtes-vous en mesure de nous dire à quelle distance il habitait du boulevard principal? Environ 30 à 40 mètres du boulevard principal. Et vous avez dit que vous pouviez voir ce qui se passait chez lui. Oui. Pouvez-vous décrire à la cour ce que vous voyez chez lui? Oui, on voyait les jeunes pour s'inscrire, ils se mettaient en rang et il y a une table devant, quelqu'un est assis, vous venez avec votre pièce d'identité, plus, je crois, 2 photos d'identité, la photocopie de la pièce d'identité et on vous inscrivait dans un registre. Ensuite, on vous mettait par groupe et on vous distribuait des t-shirts de couleurs différentes, bien sûr. Combien de jeunes voyez-vous s'inscrire chez Kobri dans une journée moyenne? Bon, je ne peux pas donner des chiffres exacts, mais on voyait les jeunes, en tout cas en quantité, se faire recenser. Je ne peux pas dire combien de personnes se recensaient par jour. Moi, je ne pouvais pas venir là-bas, puisque Kobri, il sait que moi, je ne suis pas FPI, donc je n'étais pas le bienvenu. Alors vous nous avez dit qu'après les entraînements, les jeunes retournaient chez lui, au retour.
Qu'est-ce qu'ils allaient faire chez lui? Bon, on les voyait, il y en a qui vont s'asseoir, vont se reposer et puis commencer à rentrer à la maison régulièrement. Il y en a même qui venaient chez moi à la maison, parce que moi-même, je n'habite pas loin du boulevard principal. Madame fait du jus de fruits et de l'eau glacée. Et il y en a qui venaient se désaltérer à la maison. Entraient même dans ma cour pour acheter de l'eau glacée pour boire. Alors, vous nous avez parlé de l'entraînement de ces jeunes. Et à part la lagune, où est-ce qu'ils s'entraînaient? Il y a des terrains de football un peu partout à travers la commune de Yopougon. En tout cas, je les ai vus s'entraîner à Niangon. Il y a 2 stades d'entraînement à Niangon. À Sojefia et puis à Niangon, après l'hôtel Timothée, à Niangon à gauche. Je les ai vus s'entraîner là-bas. Je les ai vus s'entraîner au stade de Figayo, au stade de Saint-André. Je les ai vus s'entraîner là-bas. Et quand ils s'entraînaient, combien de jeunes y avait-il? Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais ils étaient beaucoup. Êtes-vous en mesure de nous dire qui les entraînait? Bon, sur le stade, c'est des passages en véhicule que je voyais de loin. Je ne sais pas qui les entraînait sur les stades, mais sur le boulevard principal, je voyais souvent Zabayou. Je voyais M. Zabayou devant eux en train de faire des gymnastiques qu'eux répétaient après lui. Et qui est M. Zach Bayou? M. Zabayou, je ne le connais pas personnellement. Je le voyais entraîner les jeunes gens. Il y a sa fille qui venait régulièrement au quartier Toukouré voir un jeune homme. C'était des amis, sortaient ensemble. Lui s'appelle Diallo Adama. C'est lui qui m'a donné le nom de M. Zabayou. Je sais que vous avez dit que vous ne le connaissiez pas personnellement, M. Zach Bayou. Est-ce que si vous voyez une image de Zach Bayou, est-ce que vous pensez être en mesure de le reconnaître? Bon, je ne suis pas sûr parce que je sais que c'est un grand monsieur
de teint clair. On n'a pas eu à causer. Je ne l'ai pas approché à au moins 2 mètres ou à 1 mètre pour mieux voir son visage. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire les entraînements que vous voyez sur le boulevard principal? Oui. Généralement, les jeunes gens couraient à petite foulée en chantant comme des soldats. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Bon, ils avaient plusieurs chansons. Souvent, ils chantaient Libérer Yopougon de Gbagbo. Ils chantaient ça. Ils chantaient On ne veut pas de Mossi dans notre pays. Souvent, ils chantaient On est zinzin dans la tête. C'était ces genres de chansons. Et à part ces jeunes, avez-vous remarqué d'autres gens aller chez Kobri? Oui. J'ai vu des chefs militaires aller chez Kobri. Quand nous sommes sur notre plateforme, on voit les gens qui rentrent chez Kobri et qui en ressortent. J'ai vu feu le général Mathias Toué venir chez Kobri. J'ai vu l'ambassadeur, j'oublie son nom, il est de Yopougon Kouté. Lui, il était chef d'état-major. Après Mathias Toué, c'est lui qui était chef d'état-major. Lui aussi venait, je l'ai vu venir chez lui. Est-ce que vous parlez du chef d'état-major Mangou? Oui. Et à part les chefs militaires, avez-vous remarqué d'autres personnes? Oui, il y a des gens qui étaient au quartier de Doucouré, qui venaient chez lui, notamment Landry, qui était frigoriste au quartier de Doucouré. Il y avait Zao qui venait chez lui. Il y avait le secrétaire général du quartier, un doyen, qui venait chez lui aussi. Alors, quand vous avez dit que vous voyez ça de votre plateforme, vous étiez sur notre plateforme. Elle est où votre plateforme?
La plateforme est en bordure du boulevard principal. Et où est votre maison par rapport à la plateforme? Ma maison est environ 60 mètres de la plateforme. Ma maison se situe entre la plateforme et le caniveau qui sépare la Sikoji du quartier Doucouré. Alors, de chez vous, est-ce que vous pouvez voir la maison de Kobri ou est-ce que vous la voyez seulement de cette plateforme? Pour voir la maison de Kobri, il faut que je me déplace un peu pour venir au bord de la route. Même de la plateforme, il faut bouger, il faut faire un mouvement un peu vers le boulevard principal. Parce qu'il y a juste une école à côté. Et alors, vous nous avez dit que vous voyez des chefs militaires chez Kobri et vous nous avez donné les noms de Doué et Mangou. Y avait-il d'autres chefs militaires? Bon, il y a des militaires qui venaient, mais eux, je n'ai pas connu leur nom. Et à part les chefs militaires? Êtes-vous en mesure de nous dire quand vous aviez vu Mathias Doué et Mangou chez Kobri? Je ne me souviens pas, mais c'était pendant la crise post-électorale. Et avant les élections, ils sont venus. Et pendant la crise, ils sont venus. Parce que Mangou est venu environ 2 à 3 fois. Mathias Doué, pareil, environ.